Ah, les films Naruto. Bon, je vous apprends rien, depuis que Naruto existe, il compte à peu près 10 films à son actif, qui est déjà pas mal du tout. Et si vous n'avez encore jamais vu un de ces films, je vous invite totalement à aller les voir. Sauf peut-être Naruto et la prison de sang. Ouais, à ce moment-là, il y a peut-être que mes yeux qui ont saigné. Petit goût amer sur celui-là, j'avoue. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 personnages qui m'ont marqué dans les films de Naruto. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a un des personnages que j'ai cité ou non, peut-être qui vous a marqué durant votre enfance quand vous avez regardé les films de Naruto, ou peut-être pas, si vous les découvrez que maintenant. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire aussi pourquoi il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Bien sûr, je pourrais faire le même concept avec One Piece ou autre, je trouve ça super intéressant. Et en tout cas, écoutez, on va commencer avec le premier personnage du film 2, Naruto et la pierre de Guelel, avec Temujin. Alors déjà, bien sûr, faut savoir qu'au niveau de l'intrigue pour le film, la pierre de Guelel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une source d'énergie à peu près similaire au chakra, je dirais même un peu plus puissante, mais qui est enfermée dans un minerai. C'est comme si une grosse force de chakra, telle Kyuubi, les bijoux, tout ce que vous voulez, est enfermée dans un caillou. C'est vrai que, dit sous cette forme, c'est moins fou. Le personnage du coup que je vais vous parler, Temujin, est tout simplement l'héritier qui est capable de sceller la pierre de Guelel, parce que vous imaginez, une source de pouvoir aussi grande, elle peut pas tomber dans les mains de n'importe qui. Sinon, ça va très mal se passer. On apprend donc qu'enfant, le village de Temujin a été réduit à néant par un fameux Aido qui recherchait cette fameuse pierre dans son village. On sait que Aido laissa la vie sauve à Temujin car il a vu en lui un potentiel qu'il pourrait tirer parti dans le futur. Vous voyez déjà à quel point ce personnage peut être un peu manipulateur. Et malheureusement, Temujin n'en sait rien. Parce que oui, bien sûr, Temujin vit totalement dans le mensonge, hein. Il a été pris sous l'aile de Aido, il s'est dit, bon écoutez, je vais le suivre, parce que le but de Aido, en tout cas de ce que Temujin entend, c'est que Aido veut vivre dans une utopie sans guerre, sans violence. Mais bon, le but principal d'Aido, c'est de pouvoir s'implanter la pierre de Guelel en lui, pouvoir la manipuler comme à peu près une source de chakra, équivalente, je dirais, pas loin en tout cas au démon à queue, mais plutôt dans les débuts. Mais pourquoi dans un premier temps j'ai décidé de vous parler de Temujin dans sa vidéo? C'est simplement parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, surtout du fait qu'il se bat vraiment un peu à l'ancienne, ça veut dire style un peu chevalier, avec un bouclier et une épée rétractable. Bien sûr, il influe un peu un pouvoir de pierre de Guelel, parce que je rappelle que c'est un héritier aussi qui est capable de sceller la pierre, donc il a peut-être potentiellement un lien très fort avec une pierre en lui. Voilà, j'en dis pas plus. Du coup, pour sa première confrontation avec Naruto, il a pas eu vraiment de mal à lui tenir tête, même avec le multiclonage supra, et il les a fait disparaître vraiment quelques secondes. Déjà, on peut voir que Temujin n'est pas n'importe qui, et ce qui est super intéressant, surtout qu'au début de Naruto, on n'avait pas forcément l'habitude de voir un sorte de manieur d'épée, même si vous allez me dire, c'est très loin d'être un style à la Sasuke qu'on connaît par exemple dans Boruto. Mais je trouvais ça super intéressant, surtout que c'est pas du tout ce qu'on connaît de base avec les ninjas. Donc mettre un petit côté chevaleresque, je trouve ça vachement cool. Même au niveau de son chara design, je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus sur ce perso. En bref, Temujin a prouvé sa puissance ainsi que ses réflexes et capacités à se régénérer aussi fortes que Naruto, même si tout ça est dû à la pierre de Guelel, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué avec son côté un peu héroïque et surtout chevaleresque qui change un peu de ce qu'on a connu de Naruto. Surtout qu'au niveau de la fin, j'ai adoré au niveau du combat final. Mais bon, encore une fois, je vous invite à aller le voir, surtout que je trouve que c'est un des très bons films de Naruto quand ils sont petits. Même si le 3 reste mon préféré. Pour le deuxième personnage, on va plus aller dans le côté de Shippuden avec Naruto Road to Ninja. Ouais, à un moment dans ma vidéo, je disais Road to Ninja, mais ça faisait tilter tout le temps. Du coup, Naruto, film 9, Road to Ninja, avec Menma. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Menma, c'est tout simplement le fils de Minato et Kushina. Voilà, déjà il y a peut-être des gens que j'ai perdus si vous ne connaissez pas du tout les films de Naruto, mais en fait faut savoir que Road to Ninja est tout simplement un univers alternatif dans le film où tout est inversé dans Naruto. Ça veut dire que Naruto, il est potentiellement assez méchant, on a un Kiba qui adore les chats, on a un Neji qui est un peu timide de tout, et on a aussi une Hinata qui... Pardon, ouf, ok... On a donc Menma qui a dans ce monde le rôle de Naruto Uzumaki, mais pas celui tel qu'on connaît. C'est la copie conforme de Naruto, à la différence juste qu'il a les cheveux noirs et pas blonds. Bon, aussi qui joue le rôle d'antagoniste, mais ça vous l'avez compris. Il peut utiliser les mêmes techniques que Naruto avec un côté un peu plus sombre pour rappeler un peu que c'est le méchant. Il a aussi la possibilité d'invoquer, comme il les appelle, les 9 bêtes masquées. C'est à peu près, je dirais, le même style que Shio avec ses invocations de marionnette blanche qu'elle a fait contre Sasori. Bien sûr, ça ne serait pas la copie de Naruto s'il ne serait pas non plus capable d'utiliser le chakra de Kyuubi, qu'il a même réussi à invoquer dans le film.
Et là, tu te dis, frérot, on est où? Ouais, parce que je vous rappelle qu'au début, Kurama, il sortait pas comme ça, hein. Je trouve que ce personnage est vachement intéressant parce que ça nous montre vraiment ce que Naruto n'a jamais été. Vous savez, le côté vraiment très sombre, si Naruto aurait pu par exemple tomber dans les vices un peu de la haine, de la méchanceté, tout simplement tomber dans la haine et devenir un antagoniste. Je trouve ça vraiment trop bien de voir tout ce qu'on n'a jamais vu de Naruto et dans ce film. Malheureusement, le film n'est pas canon. Bon, je rappelle bien sûr le terme de canon, ça veut dire tout simplement que tout ce qui est dans le film n'existe pas dans l'œuvre. C'est quelque chose qui a été créé exprès pour le film. Et du coup, je trouve ça vraiment, encore une fois, dommage parce qu'il y a vraiment ce truc où Toby, bien sûr, qui fait partie du film parce que c'est à peu près à cause de lui que Naruto rentre dans cet univers parallèle. Bon, bien sûr, je rentre pas trop dans le vif du sujet, mais du coup, le fait que Naruto soit méchant et qu'il ait tout ce que Naruto n'a jamais connu, ça veut dire qu'un père et une mère, parce que je rappelle que Kushina et Minato sont... Ouais, ce que je veux dire. Et je trouve ça trop bien de voir l'envers du décor et même les petits bonus, de voir les personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce style-là. Je rappelle, Hinata... Bref, que ce soit psychologique ou au niveau des techniques, Menma est un Naruto qui est vachement complémentaire, en tout cas le côté vraiment haineux et la noirceur du cœur de Naruto, qu'on n'a jamais connu dans l'œuvre, et je trouve que c'est un très bon antagoniste en tout cas dans ce film-là, et surtout que je pense que ça reste un très bon personnage que beaucoup de personnes ont adoré. Pour le prochain personnage, je vais parler d'un antagoniste qui a fait beaucoup parler, surtout que beaucoup de personnes ont adoré, et espèrent pourquoi pas le voir revenir ou quelque chose dans ce style-là. Dans Boruto, c'est tout simplement dans le film numéro 10, The Last, Toneri. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film, vous le voyez peut-être physiquement, Toneri est un descendant du clan Otsutsuki et plus précisément de Hamura Otsutsuki qui était aussi le frère de Hagoromo, le papa des shinobi. Déjà juste le fait de pouvoir remettre un Otsutsuki dans le film, parce que là je rappelle, c'est un des seuls films de Naruto qui est canon à l'œuvre, c'est ça qui est aussi super intéressant, donc ça veut dire que ça reste déjà dans la temporalité de Naruto, ça se passe un tout petit peu après la Grande Guerre, donc on a un Naruto qui grandit un peu, et surtout qu'il est complémentaire à l'œuvre, parce que c'est vraiment, on va dire, les débuts où Hinata déclare un peu sa flamme à Naruto. Bref, je vous laisserai voir le film pour voir un peu la romance, mais c'est pas ce qui nous intéresse en tout cas pour le personnage, et le fait d'implanter un Otsutsuki, et j'en reviendrai aussi tout simplement après, pourquoi il y a des personnes qui veulent le voir revenir, ou en tout cas quelque chose autour de lui dans Boruto, ça pourrait être super intéressant de fou. Déjà, faut savoir que le but principal de Toneri était de vivre paisiblement sur la lune, car il vouait un peu une haine contre l'humanité, parce que le fait d'utiliser son chakra pour la guerre, c'est pas trop ses idées. Surtout que Toneri, de base, tout ce qu'il voulait, c'était un peu des amis humains, histoire de vivre un peu comme tout le monde. Malheureusement, plus il grandit, et moins il a envie d'avoir cette idée. Il va du coup par la suite aller sur la Terre pour vouloir capturer Hinata, même si dans un premier temps il va capturer plutôt Hanabi. Parce que je rappelle aussi pourquoi il voulait capturer Hinata, c'est que, il voulait en faire sa femme. Naruto, pas d'accord. Et bien sûr, pourquoi il a capturé Hanabi? Parce que son but est tout simplement d'avoir un Byakugan. Déjà, il faut savoir que dans le film, on a un nouveau Dojutsu qui a été montré, ça veut dire le pouvoir tout simplement des pupilles, c'est le Teisengan. C'est en gros l'éveil d'un Otsutsuki qui s'implante le Byakugan d'un Hyuga. Donc on va dire c'est une sorte de forme finale, un peu ce qu'on appelle l'œil de la réincarnation pour un Otsutsuki. Et je trouve ça super intéressant. Et vous voyez à peu près où je veux en venir, en tout cas dans Boruto. Et si on aurait en tout cas ce système-là, ça pourrait aller très très loin. Mais encore une fois, c'est pas le thème. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur Boruto, je suis extrêmement chaud. En bref, Toneri est un Otsutsuki extrêmement puissant et surtout il est très réfléchi et un peu tacticien, même si très très vite, sa haine engrange un peu des mauvais choix. Mais bon, quel antagoniste n'est pas passé par là? Et même juste le fait de revoir un peu le schéma qui est recréé maintenant comme Kaguya avait fait, de vivre tout simplement avec un humain, voir Toneri essayer de faire la même chose avec Hinata, je trouve ce clin d'œil vachement cool, même si ça va pas forcément se faire comme Kaguya, parce que je rappelle que Kaguya a réussi à avoir des gamins avec un humain. Oui, Toneri, c'est raté. Bon, pour l'avant-dernier personnage, que je trouve super intéressant parce que vous allez voir qu'il a un lien, plus ou moins proche de Konoha. C'est tout simplement dans le film numéro 6, Naruto, la flamme de la volonté, avec Iruko. Du coup, déjà, faut savoir que Iruko est un ancien du village de Konoha. Et oui, j'ai trouvé ça vachement cool, le fait que même dans un film, qu'on ait un lien vachement proche avec Konoha, parce que en général, c'est des personnages qui sont créés pour les films et qui n'ont aucun lien avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ils font généralement partie de villages qu'on ne connaît pas, des pays qu'on n'a jamais entendu parler. Et le fait qu'on ait un renégat de Konoha, je trouve ça super intéressant. Mais le truc que j'ai trouvé vachement cool, c'est que étant jeune, il a connu le trio légendaire. Donc Orochimaru, Jiraiya et Tsunade. Ils ont même été amis. Et oui.
Il faut aussi savoir que Iruko est devenu un déserteur, mais du coup qu'il était Genin à la même époque que le trio légendaire. Mais Iruko étant faible, il cherchait un peu à augmenter sa puissance, et en mettant au point une technique interdite qui fait en sorte d'absorber le chakra. Il y a un peu où je veux en venir, et cette technique s'appelle Chimère. À l'époque où Iruko faisait ses expériences pour devenir encore plus puissant, et l'Hokage de l'époque, c'est-à-dire Sarutobi, a découvert un peu ce qu'il faisait et Iruko a été forcé de fuir le village. Donc c'est à partir de là que c'est devenu un peu un ninja déserteur de Konoha. On sait que par la suite, il a utilisé une technique un peu similaire à celle de Orochimaru. Du coup, le corps de Iruko est tout simplement un corps synthétique. C'est pour ça qu'il paraît si petit et si jeune, alors qu'il est aussi vieux que Jiraiya Orochimaru ou encore Tsunade. Bon, Tsunade, ça compte pas parce que vous savez très bien que frérot, elle devrait avoir au moins 57 rides, elle n'en a pas une. Ah, ça fout le seum à beaucoup de nanas, je le sais. Dans l'intrigue du film, pour réussir à atteindre sa plus grande puissance, il décide d'absorber les pouvoirs héréditaires. Et dans le cas du film, il lui manque aussi un pouvoir héréditaire, en tout cas dans Konoha, qui est extrêmement puissant, c'est le Sharingan et bien sûr Kakashi. Et là, du coup, Kakashi va être un peu la proie du film, donc d'une manière ou d'une autre, Iruko va essayer de capturer Kakashi, et vous allez voir dans tous les cas, si vous regardez le film, s'il a réussi ou pas. Mais du coup, il peut pas absorber le chakra n'importe quel moment, il doit attendre l'éclipse solaire, ouais c'est vachement précis du coup, sur le mont Shumisen. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, voilà, c'est dans les règles. Mais du coup, pour la fin du film, on a eu le droit à un combat final où on voit la forme finale du coup de Iruko, et qui fait peine à voir. Ouais, on dirait il est tout petit, rabougri, avec des dents, frérot, c'est Arlong. Et du coup, quand tu vois à quoi il ressemblait avant, tu dis... normalement, t'aurais du glow up, là, c'est même plus un glow down, là, c'est frérot, tu creuses le sol. À force d'absorber le chakra de tout n'importe quoi, le combat contre Naruto, on va dire que Naruto a un peu trop de chakra pour lui. Bref, je vous laisse imaginer un peu la fin, mais on finit avec une scène qui m'a beaucoup marqué avec Iruko, parce que en sachant que c'est un ancien de Konoha, on est du coup sur la scène où Iruko voit tout le village à son époque, donc on revoit du Sarutobi, on revoit du Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, mais tout simplement beaucoup plus jeune, et c'est une scène assez similaire à celle de Obito dans le manga, où il voit tous les personnes de Konoha, en disant, en fin de compte, ils étaient là, c'est mes amis. Et je trouve ça vraiment trop cool, qu'un personnage dans un film déjà qui est raccord avec Konoha, et des scènes assez similaires à celles de Naruto et Obito. Je pense que s'il aurait été canon au manga, mais je pense qu'il aurait pu rajouter une petite plus-value en sachant que il est assez puissant et qu'il a connu beaucoup de monde, en tout cas à son époque. Bon, on finit avec le dernier personnage qui fait partie d'un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque quand je l'ai vu. C'est dans le film numéro 4, donc on est toujours dans Shippuden. C'est Naruto et le funeste présage avec Shion. Bon, déjà, faut savoir que Shion est la prêtresse du pays des démons. Déjà, tu sais que le nom du pays sonne vachement bien. Dès le début du film, on voit Shion qui a une vision où, tout simplement, Naruto va perdre la vie dans un combat. Là, déjà, tu sais... Frérot, ça te met la pression. Surtout qu'à l'époque, tu sais pas à quel moment ça finissait si tu lisais pas encore les scans ou quoi que ce soit. Donc tu sais, peut-être que ce film-là, c'est la fin de tout. Shion est donc un personnage qui est extrêmement égoïste, même avec les personnes qui sacrifient leur vie pour elle, elle va pas forcément montrer des signes de tristesse, c'est ce qui peut énerver très vite Naruto, en tout cas au début de leur rencontre. Mais on apprend aussi très vite que c'est juste un style qu'elle se donne. Parce qu'elle pleure très facilement mais en cachette, c'est plus par respect pour les personnes qui sont décédées qu'elle ne veut pas pleurer. On apprend aussi pourquoi elle fait un peu la peste et aussi ce côté égoïste de vouloir éloigner tout le monde, c'est que quand elle a une vision qui arrive aussi très souvent de ses adeptes ou les personnes qui sont à ses côtés, elle fait en sorte de les éloigner, d'être la plus peste possible, pour pas qu'ils s'approchent d'elle pour mourir comme sa vision. Du coup elle a ce côté où elle se flagelle toute seule et aussi qu'elle garde un peu cette image de prêtresse tyrannique qui a un cœur de pierre, alors que c'est tout le contraire et je trouve ça super intéressant dans le personnage, parce qu'au début quand tu regardes le film t'as juste envie de la détester et de l'insulter de tous les noms, et petit à petit t'apprends que c'est une personne au grand cœur qui fait attention à beaucoup de gens autour d'elle. Pour continuer dans l'histoire, la mère de Shion qui est décédée, n'a jamais voulu qu'elle apprenne le ninjutsu car elle a une puissance naturelle si grande qu'elle pourrait être corrompue et très vite devenir un danger. Le truc aussi dans le film qui m'avait bien fait kiffer à l'époque, qui était aussi un peu marrant, c'est qu'on ressent que la prêtresse reste pas trop indifférente à notre héros Naruto. Et aussi le fait qu'elle ressemble un peu à Hinata, j'avoue que ça avait rajouté un truc à l'époque. Au début, personnellement, moi je crois qu'elle finissait avec Naruto. Non, du coup c'est Hinata qui a eu le dernier mot. En tout cas, pour un premier film de Shippuden, ça avait mis la barre très haute à l'époque, et c'est vraiment ce côté où le personnage qui est très vite détestable dès le début du film, on finit vraiment par l'adorer et même être triste que le film se termine. Je trouve ça vraiment très cool qu'on puisse changer aussi vite d'avis sur un personnage, et c'est ce qui fait aussi la magie des films de Naruto.
En tout cas, écoutez, on va finir là-dessus. J'espère que vous avez aimé en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si un de ces personnages ou encore une fois un autre, comme j'ai dit au début, et vous a marqué dans les films, et je suis vachement intrigué dans les commentaires, pourquoi pas pour faire un épisode 2, même que ça soit, je le rappelle, dans les films, pourquoi pas de Dragon Ball ou peut-être de One Piece. Moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Takiro, et moi je vous dis ciao. Blazing on the track, boy.